Allez, merci de toujours nous rester fidèles. 8 heures passées de 10 minutes ici dans nos studios. On se retrouve pour la seconde manche de cette émission. Une seconde manche consacrée à l'entretien avec l'invité. Un invité à qui nous avons déjà voituré la commodité de la conversation. Et puis, nous aurons aussi droit au top 5 des personnalités qui ont marqué l'actualité pour le compte de cette première quinzaine du mois d'août. Avant de retrouver le reste d'équipe, je me tourne d'abord vers notre invité du jour. Alors, mesdames, messieurs, je vous annonce avec plaisir que ce matin, nous recevons un enseignant du supérieur. Nous sommes avec, je vous en prie, le docteur Aziz Moussi. Bonjour à vous, docteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Et ce matin? Ça va? Ah oui, déjà, il faut qu'on fasse une petite clarification parce que vous savez, nous, on n'a pas beaucoup été à l'école. Vous êtes un docteur en sociologie, anthropologie. Oui, tout à fait. Voilà, et à ne pas confondre avec ces docteurs qui sont en blouse blanche et qui souvent nous piquent les derrière. D'ailleurs, la confusion est souvent fréquente. Vous êtes le genre de docteur qu'on aime voir, qu'on aime saluer parce qu'on sait qu'avec vous, il n'y aura pas de piqûre. Oui, tout à fait. Allez, merci à vous. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci. Merci de vous être séparé de votre lit pour venir quand même éclairer notre lanterne sur un sujet assez intéressant, à savoir le système LMD et ses exigences. Parce que vu tout ce qui se passe actuellement, surtout du côté de l'université d'Abomey-Calavi, on ne comprend plus rien. Alors, on veut bien comprendre comment ça fonctionne donc cette affaire-là et surtout comment ça fonctionne aussi nos universités. On parlera aussi, si le temps nous le permet, de cette nouvelle carte universitaire avec bien évidemment les raisons qui justifient donc cette nouvelle carte. Bonjour à vous, Edwige Bondoté. Bonjour mon curé. Ça fait un bail, Vraiment. Bonjour aussi à vous, Faraj. Bonjour mon curé et bonjour aux auditeurs et auditrices. Bon, chez vous, ça ne fait pas un bail, ça fait 2 bails. Ça fait plus que 2 bails parce que ça fait, disons, 10 mois que j'ai gardé silence, je suis plus venu dans la paroisse. Les auditeurs vont se demander pourquoi. Bon, de toute façon, je suis là maintenant. Voilà, il était sur d'autres fronts. Voilà quoi. Alors, il faut dire que c'est avec vous, quand même, Faraj, que nous démarrons cette seconde partie puisque c'est vous qui nous présentez le top 5 des personnalités ayant marqué l'actualité pour le compte de cette première quinzaine donc du mois d'août. Alors, je vous explique un peu, docteur, le principe. Oui. Tout à l'heure, va se faire le plaisir de nous donner quand même 5 personnalités qui ont marqué l'actualité au plan local, national ou continental. Et si ça vous dit, vous pouvez aussi donner votre avis sur ces personnalités-là. Voilà un peu quoi le principe. Alors, Faraj, je suppose que tu es déjà prêt. Bon, ben si tu es prêt, c'est que nous aussi nous sommes déjà prêts. Arzéké FM. La Providence chez vous. On démarre par le désormais chef du 2e arrondissement de Cotonou, Bruno Dossou, au détour d'un point de presse à la Maison des Jeunes de Cotonou le mardi 9 août dernier. Il a exprimé toute son indignation suite à la décision de la Cour suprême d'invalider son siège au profit du sieur Ali Camaro. Pour amener la Cour à lui restituer son poste, Bruno Dossou a entamé depuis mercredi 10 août 2016 une grève illimitée de la faim. L'affaire opposant Bruno Dossou à Ali Camaro remonte aux élections municipales du 28 juillet 2015. À l'issue du scrutin de la Sénat, a déclaré Bruno Dossou élu en lui attribuant le 4e siège après le PRD qui a obtenu les 3 premiers sièges. Son challenger non satisfait a saisi la Cour suprême pour contestation. À la surprise de Bruno Dossou et de ses avocats, la Cour suprême donne raison à son challenger sans passer par la procédure réglementaire. La Chambre administrative de la Cour suprême a violé les principes du contradictoire et des droits de la défense. La Chambre n'a pas daigné joindre l'élu de Bruno Dossou et pire, elle s'est refusée de répondre au courrier de ses avocats. Que va-t-il donc se passer par la suite? C'est bien là une question qui mérite d'être posée. Voilà ainsi lancé le top 5 de cette semaine, ces 2 dernières semaines. Avec le chef du 2e arrondissement ou l'ex-chef Bruno du Dossou 2e arrondissement qui a vu son siège invalidé suite à
Mais déjà, docteur, vous en tant que socio-anthropologue, c'est une nouveauté quand même au Bénin, Ben, oui, la bien grève sûr, de la faim. c'est vraiment bon. La grève de la faim, c'est pas une nouveauté, mais Ah au bon? plan politique, Ok, d'accord. quand on se rend compte de ce qu'un élu local fait la grève de la faim pour pouvoir obtenir son siège, je pense que c'est la première fois qu'on entend quelque chose comme ça. Mhm. C'est original, je trouve. Oui, et vous pensez que ça peut marcher pour lui? Je ne sais pas si ça peut marcher, mais de toutes les façons, ça aura l'intérêt d'attirer l'attention du peuple et puis des autres politiciens qui pourraient éventuellement apporter leur soutien. Voilà. Et puis bon, je me dis dans notre société, hein, on est habitué à toutes sortes de grèves, mais grève de la Mais faim, grève là, de la faim pour un Béninois, pour un Africain. notre ventre nous est cher. C'est ça. Ben, c'est pourquoi je dis que c'est original. Et on attend de voir ce que ça va donner. Voilà. Et puis quand même, hein, une cour, puisque c'est la Cour suprême, une cour qui ne respecte pas les principes et puis délibère comme ça, c'est quand même inquiétant. On a l'impression que nos magistrats n'ont pas voulu respecter quand même les règles. Bon, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne suis pas juriste. Puisqu'il dit qu'on l'a pas écouté. Oui, Et malheureusement. on s'est refusé d'écouter aussi ses avocats. Oui, c'est vrai. Malheureusement, on n'a pas un son de cloche de l'autre côté pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça m'étonnerait que les choses se soient passées comme ça. Si c'est le cas, je pense qu'il y a un problème. Voilà. Pour la Cour suprême, problème. prendre des décisions de cette manière, je pense que si c'est vraiment le cas, il y a un problème. Voilà. Bon, en tout cas, on attend de voir hein, jusqu'où cette affaire ira, parce que on veut bien voir si la grève de la faim de monsieur va porter ses fruits. Et c'est ça. Bon, on attend de voir. La grève de la faim au Bénin, bon, c'est vraiment une première. Et dessus il paraît que c'est pas une première, mais sur le plan politique. Voilà, sur le plan politique, c'est vraiment une première. Et voilà l'arme qu'a trouvé Bruno Dossou, l'ex-chef du deuxième arrondissement de Cotonou, pour faire pression sur les sages de la Cour pour qu'ils reviennent sur leurs décisions. Seul Dieu sait véritablement ce qui a pu se passer de l'autre côté de la Cour suprême pour qu'aujourd'hui on en arrive là. De toute façon, il est en train de crier haut et fort que c'est lui l'élu et non Ali Kamarou comme l'estime la Cour. C'est une affaire compliqué. C'est une affaire compliquée. On le saurait. On a déjà parlé de lui sur cette émission. Ah oui, oui, oui. Il a été renvoyé de l'université d'Abomey-Calavi pour tricherie. Donc voilà. Tout à fait. Sur une de nos émissions, nous avions parlé de ce député. C'est un spécialiste du faux. Oui. À l'époque, il était député. Non, ben une fois n'est pas coutume. Ce n'est pas parce que il a été surpris en flagrant délit de tricherie que d'office il n'aurait pas gagné ces élections, parce que cette fois-ci c'est la population qui se prononce. Donc de toute façon, je pense que Bruno Dossou aura peut-être bien fait d'entamer cette grève de la faim, mais la seule chose que je crains, c'est qu'il ne maigrisse inutilement. Inutilement, voilà, qu'il ne maigrisse inutilement, parce qu'on dit généralement que les décisions de la Cour sont sans recours. C'est vrai qu'il y a il a entamé une procédure, reste à savoir s'il sera écouté. Voilà. Donc, on attend de voir. Comme le disent les Anglais, wait and see. Voilà. Position 4 de notre top 5. En quatrième position, cette fois-ci, nous allons prendre la direction du Tchad pour retrouver le président en exercice de l'Union africaine, Idrissa Déby Itno. Plus de 60% des suffrages exprimés. C'est le score qui permet à Idriss Déby Itno, l'un des hommes forts du continent africain, d'entamer un nouveau quinquennat à la tête du Tchad. Au pouvoir depuis environ 26 ans, le nouveau président élu du Tchad a été investi le lundi 8 août 2016. Âgé de 64 ans, l'homme qui a chassé Hissène Habré du pouvoir à la faveur d'un coup d'État vient ainsi de débuter un 5e mandat, et ceci dans un climat très tendu. Même s'il est reconnu comme le père du multipartisme dans ce pays, il n'en demeure pas moins vrai que la notion d'alternance, principe cardinal de la démocratie, ne lui est pas la chose la mieux partagée. Au total, 14 chefs d'État africains ont assisté à cette cérémonie d'investiture, dont le président Patrice Talon. Au regard de ce nombre impressionnant de chefs d'État à son investiture, 2 petites questions valent la peine d'être posées. Pourquoi la présence d'autant de chefs d'État africains?
le Tchad est-il devenu un modèle en matière de démocratie? Non, deux questions que nous allons poser à notre invité, parce que là, ça me surprend aussi, parce que s'il arrive à faire ses 5 ans, ça lui fait 31 ans au pouvoir. Tout à fait. Une trentaine d'années. Il fait partie donc de ceux-là qu'on peut qualifier de doyens. Et voilà. Et oui. je pense aussi à Paul Biya du Cameroun, et qui n'arrive pratiquement plus à bien s'exprimer. Bon, on va pas dire à bien s'exprimer, mais à avoir une voix audible. Bon, ben, quand même, on a une démocratie particulière en Afrique. Hein. Oui. Je vous laisse réagir. Je pense que la démocratie africaine elle est particulière, comme vous l'avez dit. C'est une démocratie à la sauce africaine que nous constatons malheureusement dans nos pays où les principes universels de la démocratie ne sont pas les choses les mieux partagées sur le continent. Je constate qu'on a des chefs d'État qui peuvent se faire le plaisir d'allonger à l'infini leur mandat, quoique la Constitution limite ces mandats. Et parfois, on modifie la Constitution. Toujours à l'approche des élections, on trouve toujours des subterfuges, on trouve toujours des moyens, des stratégies pour pouvoir changer. Souvent, on le fait sous le dos du peuple. On dit que c'est le peuple qui a réclamé. Je pense que c'est une nouvelle école de la démocratie que nous sommes en train d'instaurer sur le continent africain. Parlant de Idriss Déby, je pense que il fait partie des plus anciens et je crains qu'il soit encore là pour longtemps. Ça veut dire qu'on risque de vieillir, il sera toujours là. Si entre-temps la mort n'a pas pris part là. Voilà, exactement. Et c'est des présidents qui sont généralement élus à vie. Hein. Ils s'arrangent toujours pour se faire élire à vie. Et il a fait comme l'ancien président du Bénin, un coup KO là. Voilà, exactement, un coup KO. Je pense même que c'est le Bénin qui a donné cette nouvelle stratégie électorale sur le continent africain, parce que après le Bénin, la Côte d'Ivoire a suivi. C'est vrai qu'au Niger, on a tenté de le faire, mais ça n'a pas marché. Mais je constate que au Tchad, ça a marché. Ça a marché. Certainement, d'autres pays. On attend de voir ce que ça va donner au Sénégal. Au Sénégal et puis peut-être au Gabon aussi. Oui. On verra bien ce qui va se passer dans les jours à venir. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Faraj. Bon, voilà un président qui se veut être modèle, qui se veut être l'éclaireur des autres, mais qui curieusement ignore ce qui fait d'une démocratie une démocratie. Parce que on ne peut pas, quand on parle de démocratie, on ne peut pas ignorer ce que c'est que l'alternance. Il est au pouvoir depuis 90 où il a chassé, comme on l'a dit, il s'est nabré et espérant, et le peuple espérait que voilà, nous sommes entrés dans une nouvelle ère qui permettra à ce pays-là d'enclencher ou de se mettre sur le chemin de la vraie démocratie et du développement. Mais malheureusement, il se base sur je ne sais pas quoi. Il revient chaque fois aux élections, il bat toujours le record, il mate les opposants. Voilà, la jeunesse, la jeunesse est presque martyrisée. De temps en temps, il envoie quelques milliards dans le Bénin. Tout à fait. On lui en dit, en tout cas, nous lui en sommes reconnaissants. C'est peut-être que c'est ça qui justifie que autant de chefs d'État se présentent à son investiture, parce que n'oubliez pas que Idriss Déby est en train de prendre progressivement la place de Kadhafi. Sur le continent africain avec l'argent du pétrole, on peut faire beaucoup de choses, on peut se faire beaucoup d'amis chefs d'État sur le continent. Je pense que c'est un bon appât. L'argent du pétrole, ça attire beaucoup, c'est comme du miel avec les mouches, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de chefs d'État qui peuvent parce que 14 chefs d'État, c'est beaucoup, hein. C'est pas peu. C'est pas peu, c'est vrai. Et Idriss Déby utilise peut-être, je ne sais pas, la position ou la richesse nationale pour essayer d'attirer les autres, les rallier à sa cause. Mais ce qu'il oublie, c'est que l'essentiel, c'est que le Tchadien puisse ressentir tout ce qu'il fait. Depuis près de 26 ans qu'il est au pouvoir, est-ce que véritablement le Tchad a décollé un peu comme le Rwanda est en train d'émerveiller le monde? Non, le Tchad est toujours à la traîne. Et du coup, ça veut dire qu'il est à coup d'arguments, il
il n'arrive pas à convaincre véritablement en matière d'approche de développement, qu'il laisse donc la place à d'autres personnes de pouvoir apporter leur petite contribution dans le développement du pays. Malheureusement, il ne le fait pas. Il s'accroche bientôt. Il a maintenant 64 ans. En 2021, seul Dieu sait quel âge il aura. Et voilà, il sera toujours là. Il parle d'Union africaine, il parle du franc CFA, il parle de tellement de choses, mais il faut quand même qu'il puisse montrer le chemin. Il faut qu'il puisse donner le bon exemple. Mais là, il n'est pas en train de donner le bon exemple. Le bon exemple. Voilà, c'est vrai, on a beaucoup de choses à dire sur ce président-là, Idriss Déby et Itno. Curieusement aussi, il a le soutien de la France. Peut-être qu'on en parlera une autre fois. Mais bon, pour le moment, pour les mêmes raisons que les autres présidents africains. Et la plupart de ces pays-là, il faut souligner que ce sont des pays qui sont menacés par le terrorisme. Vous aviez le cas du Burkina qui s'est fait représenter par son président Roch Marc Christian Kaboré. Il y a le Niger aussi. Il y a le Niger, il y a même Ibeka du Mali qui était. Voilà, tous ces pays qui se trouvent menacés par le phénomène du terrorisme, qui ont besoin du soutien du Tchad, qui, il faut le rappeler, le Tchad a une armée assez puissante, qui met en cavale la plupart de ceux-là qui nous empêchent de dormir. Je veux parler des terroristes. Donc voilà, il est devenu un peu comme le Papa Bonheur, il est devenu un peu comme le gardien de la grande maison ou de cette région-là. Voilà pourquoi ils sont obligés, je ne dirais pas d'aller faire la courbette devant lui, mais juste de lui montrer leur solidarité. Lorsqu'il aura des problèmes, et à l'image de Kadhafi, ils ne vont pas tous faire demi-tour. J'espère. Mais ça risque d'arriver. J'espère bien, parce que vous savez, c'est vrai qu'en Afrique, nous sommes reconnus, il est reconnu aussi que nous sommes solidaires les uns les autres. Mais j'ai été superbement étonné que nos chefs d'État n'aient pas pu se réunir pour vraiment soutenir ce monsieur-là. C'était qui difficile. En réalité. Farage, on continue notre top 5, c'est mieux. D'accord. Alors là, nous allons poursuivre, et cette fois-ci, c'est la 3e position. Et pour retrouver la 3e personnalité de ce top, nous nous rendons à l'université d'Abomey-Calavi, où le torchon brûle depuis un certain temps entre étudiants et autorités rectorales. Et oui. Au lendemain de la décision d'invalidation de l'année académique à la faculté des lettres, arts et sciences humaines FLASH de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Fulgence Afouda est très vite monté au créneau. Selon le secrétaire général du syndicat autonome de la recherche et de l'enseignement supérieur SINARES, les mesures d'exclusion d'étudiants et de blanchiment de l'année à la FLASH apparaissent nettement injustes et dans tous les cas disproportionnées. À travers son intervention, le porte-parole du SINARES passe d'abord en revue les tenants et les aboutissants de la situation à l'université d'Abomey-Calavi, puis il s'insurge contre la décision rectorale relative à l'invalidation de l'année académique à la FLASH, décision qu'il juge non avenue et considère qu'elle est une entorse portée aux acquis démocratiques à l'université. Fulgence Afouda, c'est le top numéro 3 de ce dimanche. Écoutons. On était en discussion depuis lors. Donc c'est tout à fait normal qu'ils soient indignés qu'on aille aux examens de fin de semestre et qu'on n'ait pas réglé le problème. Donc c'est naturellement pour ça que nous estimons qu'ils ont tout à fait raison d'évoquer ces questions-là de cette manière-là. L'injustice vient de ce que c'est le conseil pédagogique de la faculté qui aurait pris la décision, se transformant en conseil de discipline. Or, le conseil de discipline a ses règles que le conseil pédagogique n'a pas observées. Le conseil pédagogique, se muant en conseil de discipline, devrait faire intervenir d'abord un enseignant, convoquer les intéressés, ils sont 21, les auditionner et leur notifier la mesure. Ça n'a pas été fait. Mieux, parmi les 21 qui sont exclus, on apprend que des gens étaient même en stage hors de Cotonou. Il y en a qui étaient à Lokossa, il y en a qui étaient ailleurs. Mieux, ces étudiants-là, représentants d'étudiants, avaient été invités au CODIR. Et c'est bien plus tard que par les réseaux sociaux, nous avons appris que de telles mesures. C'est pour cela que on estime qu'il faut purement simplement rapporter
ces mesures. Ensuite, la question de l'invalidation de l'année. On est en système LMD. Le système est semestriel. Si on estime qu'on n'a pas fini de régler les problèmes du premier semestre, on ne peut pas entrer dans le second semestre en système LMD. Ça s'est vu dans d'autres pays, au Nigeria à côté. On ne peut pas invalider l'année au motif que on ne peut pas trouver un calendrier, ainsi de suite. C'est comme si les responsables et les enseignants se disent c'est notre propriété, les universités. Non, c'est l'État qui dispose des universités. Donc nous appelons à la mesure. Il est possible encore de revenir sur ces questions. Dans tous les cas, nous estimons qu'il faut revenir à la mesure et ne pas fermer parce que c'est des conséquences lourdes de ça. On ne peut pas invalider toute une année. Ce n'est pas profitable pour les enseignants que nous sommes. Ce n'est pas profitable pour les étudiants, encore moins pour les parents. Voilà donc un propos du secrétaire général du SINARES, Fulgence Afouda. Alors, docteur Mossi, nous sommes là dans votre domaine, hein? Nous sommes dans votre secteur. Bon, au départ, nous, on commençait déjà par critiquer les étudiants, par dire, bon, ils en font un peu de trop. Et puis, subitement, on constate à travers cette intervention que même les professeurs d'université ils sont divisés. Moi, je dirais par rapport quand même à ce qui se passe, ça veut dire que les étudiants ont du soutien de la part de certains professeurs. Oui, c'est vrai, vous avez raison de le dire, mais c'est aussi tout l'intérêt de la démocratie dans les universités. Je pense que la pluralité des points de vue, c'est quelque chose qui est cultivé, qui est développé dans les universités. C'est tout à fait normal ce qui se passe. Alors, moi, à mon avis, c'est vrai, je ne suis pas un spécialiste des questions de LMD, mais je sais que le LMD, tout à l'heure, j'ai suivi dans l'intervention du professeur Afouda que les universités appartiennent à l'État, c'est vrai, c'est une réalité, mais en même temps, dans le système LMD, il est dit que les universités sont autonomes. Ça veut dire que c'est les universités qui doivent définir les stratégies pour pouvoir intégrer, pour pouvoir évaluer les étudiants et pour pouvoir, disons, faire la promotion des enseignants, etc. À partir de ce moment-là, je pense que les universités peuvent prendre des mesures qu'elles jugent nécessaires pour la bonne conduite des activités académiques à quelque niveau que ce soit. Alors, s'agissant de la situation de l'invalidation de l'année à la faculté des lettres, arts et sciences humaines à l'université, c'est vrai que c'est dommage qu'on en soit arrivé à là, mais je pense que peut-être qu'on peut appeler ça une thérapie de choc parce que, souvenez-vous, c'est quand même la troisième ou la deuxième fois que les étudiants ont toujours protesté l'organisation, enfin la non-organisation des sessions de rattrapage. Je pense qu'il y avait eu des accords entre les enseignants et les étudiants, accords qui concluent que normalement, à partir de cette année, il ne devrait plus y avoir de session de rattrapage dans cette faculté. La décision existe, elle a été signée devant le chef de l'État par les étudiants et par les enseignants, donc qui s'était entendu que l'année passée, c'était une année de transition parce que même à partir de l'année passée, on ne devrait pas faire les sessions de rattrapage. Je précise que les sessions de rattrapage ne sont pas obligatoires dans le système LMD parce que nous sommes dans des systèmes de semestrialisation des cours. Ça suppose que si vous voulez faire la licence, vous avez 6 semestres. Si vous voulez faire le master, vous avez 6 semestres plus 4 semestres. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a plus de sessions de rattrapage. C'est vrai que normalement, on devait pouvoir finir, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, avec les problèmes d'un semestre avant de passer à un autre semestre. Mais je pense qu'il n'est pas obligatoire d'organiser une session de rattrapage dans un système LMD. C'est vrai que les conditions dans lesquelles aujourd'hui le LMD est mis en œuvre dans nos universités ne sont pas vraiment les conditions optimales requises pour cette réforme. Je ne vous coupe pas, mais je sais que tout à l'heure on va en parler puisque c'est justement le thème de notre entretien. Oui. Mais déjà, ce que moi je voudrais comprendre, est-ce que ce n'est pas, comme vous l'avez dit, une décision un peu trop exagérée que d'invalider l'année?
Exagéré, bon, ça dépend de quel point de vue on se situe. C'est vrai que quand on se situe du point de vue des étudiants, c'est exagéré, mais je pense que c'est des textes aussi qui existent. Hein. La décision n'est pas prise ex nihilo, ça a été pris en fonction d'un certain nombre de considérations qui sont régies par les textes de l'université. Je pense que bon, c'est à l'instance qui a pris la décision qu'il revient de dire si c'est normal ou si c'est pas normal. Mais je pense qu'ils ont quand même suivi un certain nombre de démarches qui ont abouti à cette décision là. Bon, c'est pas la première fois qu'on assiste à l'exclusion des étudiants. Je me rappelle, nous, quand on était encore étudiants, il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient été également exclus pour 5 ans pour des faits de grève. Bon, peut-être qu'il faut trouver des solutions pour pouvoir régler ce problème, mais cette décision... C'est là où c'est quand même bizarre, hein, lorsqu'on sait que dans un pays démocratique où les principes de la démocratie sont respectés, où nous avons le libéralisme... Est-ce qu'il faut sanctionner quelqu'un pour avoir observé peut-être un mouvement de grève? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Si les mouvements de grève sont transformés en mouvements de vandalisme, je pense que on ne peut pas, parce que c'est pas parce qu'on est en démocratie. Et souvenez-vous, l'année passée, les étudiants ont brûlé des véhicules des enseignants, des véhicules de l'administration. Ils ont cassé les infrastructures à l'université. Ils ont molesté même des journalistes, des enseignants et tout ça. Donc, je pense que on ne peut pas. C'est pas parce qu'on est en démocratie, la démocratie n'est pas synonyme d'anarchie aussi. Il y a un minimum de normes, de respect des institutions publiques qu'il faut avoir. Bon, je pense que ceux qui observent la grève ici, il est question des étudiants. Oui. Et les étudiants, ils sont sur le campus pour être évalués. Ils sont là-bas pour suivre une formation donnée dans une durée déterminée. Alors là, lorsque vous suivez des cours et qu'à l'heure de composer, juste à cause de quelques intérêts que vous avez envie de défendre, vous boycottez les compositions. Non seulement vous les boycottez, mais vous empêchez ceux qui veulent composer de composer. Il faut rendre le mouvement unanime, là. C'est ça la stratégie. Vous savez, il y a des étudiants qui payent 400 000 francs, 350 000 francs pour l'année pour les écoles. Et puis, quand vous empêchez à ces étudiants de composer, imaginez tout ce que ça peut créer. Donc, je pense que la grève, elle n'est pas aussi obligatoire. Quand quelqu'un veut faire grève, il a fait il a fait en toute connaissance de cause, mais il faut pas empêcher celui qui ne veut pas faire la grève de ne pas composer. Bon, lorsqu'on va jusqu'à boycotter les compositions à maintes reprises et qu'on fait subir les conséquences aux camarades, aux autres, à cause des intérêts qu'on aurait pu défendre autrement, je pense que l'administration qui évolue selon un canevas, un calendrier, n'a pas d'autre choix. C'est vrai que solidarité étudiant oblige, mais il est quand même important de pouvoir dire ce qui est vrai, parce que dura laisse, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est le décanat. Vous êtes bien inspiré ce matin. Hein? c'est le décanat de la Flash qui a dû d'abord se prononcer avant que la décision ne soit entérinée par le recteur. Voilà, donc si le conseil pédagogique n'a pas jugé tous les éléments, n'a pas vu tous les éléments réunis pour prononcer une telle décision, la décision n'aurait pas été prononcée. En conclusion, vous soutenez la décision du recteur. Voilà, je pense que le recteur s'est trouvé dans la triste obligation de prendre cette décision là, et voilà, les étudiants peuvent essayer de sauver les meubles pour en ce qui concerne leur allocation et bien d'autres choses, et je crois qu'une proposition a été faite dans ce sens par Dr Baguidi, qui est un des enseignants là-bas, qui leur a fait des propositions dans le sens de sauver ne serait-ce que les allocations pour le compte de cette année. Mais l'année, il faut dire que l'année est déjà invalidée. Et voilà. Le recteur l'a martelé. Il a dit que la décision est irrévocable. Oui. Voilà. Mais il faut aussi peut-être faire la nuance. Le public ne peut
par faire changer l'avis du conseil pédagogique. Ah oui, parce que le conseil pédagogique est autonome. Je pense que l'ingérence des autorités au niveau national, ce n'est pas conseillé dans les universités, étant donné que les universités sont autonomes. Je voudrais préciser que quand on parle d'invalidation de l'année, ce n'est pas forcément synonyme de blanchiment de l'année. C'est ça. Oui, une année invalidée, c'est pas une année blanche. Une année invalidée, ça suppose que les enseignants ont fait leur cours normalement et que les étudiants ont été évalués et voilà. Et qu'ils ont tous échoué. Et tout le monde a échoué, exactement, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Et donc l'année n'a pas été fructueuse, mais les activités pédagogiques ont eu lieu. Voilà. Donc à partir de ce moment, je pense pas que le problème d'allocation puisse se poser puisque on n'a pas blanchi l'année. Et donc quelque chose peut être sauvé à ce niveau. Celui qui a boursier et qui a échoué, il paie sa bourse là. Tout à fait, il paie la bourse malheureusement. C'est ça. Laissez-moi vous raconter cette anecdote. On n'a plus beaucoup de temps. Oui, tout à fait. Mais non, il faut ça va passer très rapidement. Récemment, je suis allé à l'université d'Abomey-Calavi et c'est vrai, juste après les mouvements de grève, il y a souvent des choses que les étudiants se plaisent à écrire sur les murs. C'est vrai que c'est pas bien. Là. Alors, vous voyez, tristement, j'ai pu lire non à la section de rattrapage. Au lieu de session. Vous voyez un peu? Non à la section des étudiants qui écrivent cela. C'est vrai qu'on peut me dire que c'est peut-être des badauds de Dantokpa qui sont venus écrire ça, mais ils n'ont pas eu je sais pas, le réflexe d'aller effacer ça. Et c'est écrit un peu partout dans le campus. Et c'est avec ça, vous voulez qu'on organise quoi? Non, moi je suis désolé, j'étais scandalisé quand j'ai vu ça. Et du coup, je me suis rangé du côté des autorités qui disent, bon voilà, ces étudiants, ils veulent rien foutre. Ouais. Ils veulent vraiment rien foutre. Sans quoi, je vous assure que jusqu'à ce jour-là, je les supportais. Et je me dis, voilà, allez les gars, ça va marcher. Mais quand j'ai vu ça, j'ai rebroussé chemin. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. On peut pas encourager les compétences. Je suis déçu. Je suis déçu. Encore que nous avions opté pour la promotion de la compétence. Voilà, de la compétence. Depuis le mois d'avril. Donc, position 2. Bien, la deuxième position est occupée par le maire de la commune de Parakou. L'une des personnalités qui marque l'actualité ces derniers temps reste et demeure le maire de la ville de Parakou. Malheureusement, c'est dans une affaire de destitution que le nom du maire est le plus évoqué. En effet, Soradjou Karimou Adamou serait sur le point d'être éjecté de la tête de la mairie de Parakou. Une information qui suscite des débats au niveau des réseaux sociaux et qui divise la ville de Parakou. On reproche au maire une gestion solitaire de la ville. On lui reproche aussi une mauvaise gestion des ressources financières de la commune. Actuellement, c'est une affaire de financement d'un magazine à plus de 7 millions de francs CFA pour sa promotion personnelle qui est sur tapis. Mais face à tout ce qui se dit, le maire Soradjou Karimou affiche une sérénité. Ce vendredi, il était devant la presse, mais il ne s'est pas prononcé sur une quelconque destitution. Voici, mesdames et messieurs, un petit bout de l'intervention du maire de Parakou, Soradjou Karimou Adamou. Si on va chercher les maires qui ont plus de considération pour les adjoints, on va citer le maire de Parakou. Voilà un maire qui, pour des rencontres internationales, se fait représenter par ses adjoints au maire. Parakou est la seule commune où les adjoints au maire sont des chefs de délégation. C'est pas ça le problème. Le problème, ils disent qu'ils ne sont pas associés. Associés à quoi? À ce que vous faites. Quand on prend par exemple la DECOB, c'est l'association du développement des communes de Bordeaux. Mais quelle est leur délégation dans les décisions que vous prenez? C'est une instance qui regroupe, n'est-ce pas, les maires du Bordeaux. Mais c'est le premier adjoint qui est le représentant permanent du Parakou. C'est ce que je dis. Est-ce que vous pensez que le seul fait de vous faire représenter par vos adjoints, ça suffit pour les contenter? L'administration fonctionne avec des règles. Les textes ont prévu des instances de gouvernance. Il y a le conseil, les réunions du conseil. Et il y a ce qu'on appelle les réunions de municipalité. Vous l'avez fait combien de fois? Les PV sont là. En dehors du mois de mars, où bon, c'est un mois d'élection, les 11 mois qui restent là, nous avons tenu régulièrement les réunions de municipalité et tous les adjoints et tous les CA ont été représentés. Les PV sont là. On entend dire que vous n'êtes pas très ouvert aux propositions que l'on vous fait. Vous aimez prendre toutes les décisions. Quand on fait une réunion,
chacun parle. Est-ce que le maire empêche quelqu'un de parler en réunion? Lorsque on fait une réunion et que chacun parle et qu'il y a le suivi, un de ceux qui a pris, on ne peut pas dire que c'est une décision du maire seul. Est-ce que c'est toutes vos décisions que vous faites passer par le conseil de municipalité? De toutes les façons, qu'est-ce que les tests sont prévus? Est-ce que nous faisons des choses en dehors des tests? Voilà, hein, le maire de Parakou qui s'est débattu, il faut le dire, vendredi passé sur l'émission l'heure de la mairie. Voilà, il faut le dire, les confrères se sont jetés sur le maire. Il y avait eu dans l'air comme un acharnement à lui faire mordre la poussière. Vraiment. Oui, mais le monsieur a tout fait quand même pour tirer son épingle du jeu. À un moment donné, on a même l'impression qu'il était un peu en colère, mais il arrivait quand même la tension a monté à des moments donnés. Il arrivait à se contenir et à aller quand même. Mais il a vraiment été provoqué, ça il faut le reconnaître. C'est vrai. Il a vraiment été titillé. Je vous laisse apprécier tout ce que vous avez suivi le jour là. Bon, moi je regrette franchement que Parakou se retrouve souvent dans de pareilles polémiques. Je pense que, excusez-moi, je ne suis pas un partisan d'un maire de Parakou, mais je pense que depuis Gbadamassi, on n'a plus jamais eu d'accalmie au niveau de la gestion de la commune de Parakou. Et on a comme l'impression que c'est un héritage qui se transmet de maire en maire. Et malheureusement, c'est les mêmes critiques qu'on fait toujours quand les maires arrivent. J'avoue que lorsque le maire Souradiou Karim était élu, en tout cas, les jeunes de Parakou étaient, disons, dans la joie, comme disent les Ivoiriens. Ils étaient dans la joie et on avait espoir que les choses allaient changer parce qu'on a vécu disons un régime précédent assez morose en termes d'action publique. Oui. Une certaine léthargie au niveau de la municipalité de Parakou. Mais malheureusement, ça fait plus d'un an que l'équipe actuelle est là, mais j'ai l'impression que les choses ne bougent pas et que les mêmes critiques reviennent toujours, et c'est dommage que Parakou soit toujours dans une situation pareille, et surtout qu'on reproche au maire de n'être pas un maire démocrate. Le tout, c'est vrai, ne suffit pas de se faire représenter dans les institutions, mais il dit qu'il respecte les tests. Les tests, voilà. C'est vrai, les textes existent, mais je pense que pour une gouvernance participative, les tests ne sont pas toujours des modèles. C'est vrai qu'il faut tout faire pour ne pas violer les tests, mais je pense que si on peut faire des actions qui ne sont pas forcément régies par les tests et qui rentrent dans le cadre de la convivialité dans la gouvernance, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. L'application stricto sensu des tests n'est pas souvent productive, je pense. Ok, d'accord, on vous a compris. J'espère que le maire aussi nous a suivis et qu'il a compris. Ça veut dire que, bon, c'est vrai, il faut appliquer les tests, mais de temps en temps, il faut aussi quand même rendre la gestion vraiment et véritablement participative. Farage, 30 secondes. 30 secondes. Je me rappelle avoir dit ici, dans ce même studio, quand le maire a été élu, que le maire ne serait réussi s'il veut évoluer en cavalier solitaire. Il lui faudra rallier toute l'équipe à sa cause. Il lui faudra galvaniser toute l'équipe pour que tout ce qu'il aspire réaliser pour la ville de Parakou puisse être une réalité. Sans quoi, destitution pour destitution ou gouvernance à la, je sais pas, gouvernance perso où on est presque autocrate, selon les dires, ça n'arrangerait pas la ville. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, on n'apporte jamais la preuve de ce que le monsieur dirige seul. Mais ce sont rien que des supputations, des rumeurs qu'on fait circuler. Peut-être qu'il faut aller au conseil pour voir comment les choses se passent. Voilà. Et puis, il a dit, je crois, au cours de l'émission, il dit que bon, les décisions sont souvent prises à l'unanimité, à la grande majorité, et le conseil se passe dans une très bonne ambiance. Bon, lui ne comprend pas ce qui se passe. Voilà un peu quoi. Allez, première position. La première position, pour dire vrai, le nom de cette personnalité qui occupe la première place de notre top fait partie de ceux-là qui font l'actualité béninoise. Il s'agit du ministre d'État, secrétaire général à la présidence Pascal Irénée Koukbaki.
Déjà connu. Celui que nous appelons le lecteur des mercredis. En fait, là-bas, on l'appelle le lecteur de la République. Ah, ok, d'accord. J'ai dit là-bas. Déjà connu pour son traditionnel point de presse des mercredis, le nom du ministre d'État est depuis quelque temps cité dans ce qu'on peut appeler affaire Ségub, entendez société d'exploitation du guichet unique du Bénin. À titre de rappel, cette société a fait l'objet d'un audit qui a révélé de graves malversations impliquant des personnalités politiques du pays. Du coup, certaines de ces personnalités sont montées au créneau pour réclamer la tête du ministre d'État. Il serait aussi impliqué dans le détournement des sous gérés par cette entreprise. Ce jeudi, Pascal Irénée Koupaki a finalement répondu à ces accusateurs. Je vous invite, mesdames et messieurs, à suivre sa réponse. L'objet de l'audit était de vérifier la qualité de la gestion de la filière des véhicules d'occasion. L'objet de l'audit n'est pas de se prononcer sur l'opportunité ou non de la création de Ségub. Cette différence est fondamentale. S'il s'agit de se prononcer sur l'opportunité de la création de Ségub, alors là vous me trouvez là. La pertinence est prouvée et de ce que j'entends, la pertinence de Ségub n'est pas remise en cause. Ce qui est remis en cause, c'est la gestion de la filière. Et l'on retrouve donc la qualité de la gestion de Ségub. Mais moi, je ne suis pas actionnaire dans Ségub. Et je ne m'occupe pas de la gestion de Ségub, ni le Conseil des ministres à l'époque. Et j'ai eu à faire un compte rendu, ou disons un point de presse sur cette question. Et je vous ai dit, à ce moment-là, que le dossier a été transmis à la justice. Je n'ai prononcé le nom de personne. Aucune personne physique n'a été citée par Pascal Irénée Koupaki. Donc quel est le problème? Je ne comprends pas le problème. Je vois beaucoup d'agitation. La bonne ligne de défense n'est pas l'agitation. Je vois beaucoup d'agitation avec un peu de mépris. Mais moi, je n'ai pas de haine. Je pense que la justice fera son travail. Si je suis demandé parce que je détiens des informations sur la gestion de la filière, mais je répondrai à la justice. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup d'agitation, mais moi, je passe mon chemin. Le chien aboie, la caravane passe. Ah oui, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de panique dans le rang des politiques au Bénin depuis quelque temps. C'est vrai. Docteur Aziz. Oui, malheureusement, mais je pense que c'est quelque chose de positif. Ah oui, moi, j'apprécie beaucoup ça. C'est quand les journalistes s'intéressent vraiment à des sujets de cette façon et qu'ils essayent de titiller un peu les acteurs politiques, ça fait plaisir de voir les gens se défendre comme de beaux diables pour pouvoir se laver, comme on le dit, les mains, etc. Bon, s'agissant du personnage, moi je constate que il joue le mauvais rôle. Il joue le mauvais rôle en ce sens qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions publiques, beaucoup de politiques publiques qui ont été initiées dans ce pays. Oui. Avec sa couverture en tant que ministre des Finances, en tant que ministre du Développement, en tant que Premier ministre pendant 8 ans, on a vu ce visage en train d'initier un certain nombre de choses au niveau national. Et voilà, comme par enchantement, c'est la même personne qui revient pour critiquer encore beaucoup de choses qu'il a contribué à mettre sur pied. Et parfois, on se demande est-ce que le monsieur a une personnalité, est-ce qu'il a une dignité, est-ce qu'il sait où il va, est-ce qu'il n'est pas en train de suivre les gens sans se poser un certain nombre de questions. Parce que je pense qu'il faut quand même c'est pas parce qu'on est en politique qu'il faut tout se permettre. Vous avez une famille, vous avez des enfants et on a aussi de la mémoire et il y a des choses qui peuvent vous rattraper même quand vous n'êtes plus sur la scène politique. Voilà. Mais ce que le monsieur dit, nous tous nous sommes d'accord qu'il fallait créer un guichet unique et qu'il fallait une société pour gérer un guichet unique pour contrôler un tout petit peu les flux au niveau du port autonome de Cotonou. Mais si ce guichet unique a été mal géré, je ne suis pas dedans. Qui a mis ce qui est là? Je lis qui est là. Bon. Voici une belle question. Oui.
qui a mis celui qui est là. De toute façon, comme moi je l'ai dit, l'assainissement national est en cours. Et voilà, il y en a qui se sentent déjà interpellés d'une manière ou d'une autre, qui se sent mauvais se mouche. C'est vrai, il disait dans son point de presse qu'il a... Qui se mouche, c'est qu'il s'est déjà sorti. C'est ça, exactement. Donc, c'est vrai, il disait, ou il a dit qu'il n'a appelé le nom de personne. Pourtant, les gens sont montés au créneau pour tout de suite l'interpeller et répliquer à ce qui a été dit. Tout à fait. Si on dit qu'il y a mauvaise gestion, c'est qu'il y a des gens qui ont contribué. On connaît les responsables de la structure. Voilà. C'est un dossier que seule la justice peut nous aider à y voir clair. Et donc, laissons la justice faire son travail et après on pourra faire le débat. Maintenant, de toute façon, il a été Premier ministre. Il y a des décisions qui se prenaient, mais soyez-en sûrs, le Premier ministre, c'est un poste qui en réalité n'existe pas dans notre Constitution. Et donc, si en tant que Premier ministre, il cautionnait certaines choses, quel pouvoir avait-il pour vraiment pouvoir faire pression sur son chef? Il avait le pouvoir de coordonner les actions gouvernementales. Ça, ce n'est pas rien. Même s'il est Premier ministre. Encore qu'à l'époque, il y avait des ministres qui étaient plus puissants que lui. Bien sûr. Il a plusieurs fois dirigé les conseils des ministres en l'absence du chef de l'État. Donc, il a cautionné des décisions. Je pense que ce n'est pas là la question, c'est pas parce qu'il a été Premier ministre de non, ce n'est pas un Premier ministre de non, c'est un Premier ministre qui coordonne les actions du gouvernement et à partir de ce moment, il a une responsabilité dans tout ce qui a été pris comme décision. De toute façon, il dit que si il est interpellé par la justice, il se mettra à la disposition pour répondre. Allez, merci beaucoup Faraj pour la présentation donc de ces 5 personnalités qui ont marqué l'actualité au plan local, national et puis continental. On a parlé de Idriss, on a parlé de Bruno Dossou, l'ex-chef du 2e arrondissement de Cotonou, qui a entamé depuis mercredi 10 août dernier une grève illimitée de la faim jusqu'au jour, voilà, nous sommes au 5e jour, jusqu'au jour où son siège lui sera restitué au détriment de Ali Camaro. Nous avons parlé aussi de Idriss Déby Itno, le président élu du Tchad, qui est reconduit pour un 5e mandat, bientôt 26 ans au pouvoir. Et donc, il s'accroche toujours. Ça fait déjà 26 ans, bientôt 31 ans. Voilà, donc il s'accroche toujours, il compte toujours sur sa jeunesse, je sais pas, sur la force de ses membres, je ne sais pas quoi. De toute façon, de ses âmes. De toute façon, il a le soutien de plusieurs chefs d'État, 14 notamment qui ont assisté à la cérémonie d'investiture. Nous avons parlé aussi de Fulgence Afouda, le secrétaire général du SINARES, qui est le syndicat du supérieur, qui se prononçait sur l'invalidation de l'année académique à la flash de l'université d'Abomey-Calavi, décision qu'il juge de non-avenue. Nous avons parlé de Suraju Karimou Adamou, le maire de la 3e ville à statut particulier Parakou, bien entendu, qui, selon les rumeurs, serait sur le point d'être destitué de la tête de la ville. Bon, on attend de voir. C'est bizarre, c'est mon maire quand même. Je le trouve sympathique. Moi, je le connais pas, mais je le trouve quand même sympathique. Nous avons parlé en dernière position, pour ne pas dire en première position, de Pascal Irénée Koupaki, qui serait mêlé dans ce que nous avons appelé affaire Ségub, la société d'exploitation de gestion du guichet unique du Bénin. De toute façon, il dit qu'il est prêt à répondre devant la justice. Voilà. Wait and see. Wait and see. Alors, merci beaucoup à vous, Faraj. Une émission à plus de 300 km/h, forcément ça décoiffe. Sophie Bigjovi et toute l'équipe de la bonne humeur.